Aujourd'hui, on se penche sur un bâtiment assez exceptionnel, le Charles de Gaulle. C'est le porte-avions de la Marine nationale française, le R91, et il est vraiment unique. Oui, tout à fait. Il faut imaginer, c'est le seul navire de guerre à propulsion nucléaire en Europe de l'Ouest, et même le seul porte-avions nucléaire en service aujourd'hui si on met de côté l'US Navy. Exactement. C'est ça qui le rend si particulier sur l'échiquier mondial. Alors, pour cette exploration, on s'est basé sur l'article Wikipédia qui lui est dédié. Il est vraiment très complet. Une bonne base de départ, oui. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, ses caractéristiques, son histoire, son rôle, pour essayer de comprendre ce qui fait sa force, quoi. Allons-y. C'est un sujet fascinant. Alors, pour commencer, quelques repères. Il a été lancé en 1994, c'est ça, et mis en service en 2001. C'est ça. Il a succédé au Clémenceau. C'est un porte-avions dit de taille moyenne. Bon, moyenne, ça fait quand même 261 mètres de long, 42 500 tonnes. Oui, alors, moyenne par rapport aux géants américains ou même chinois maintenant. Mais il est nettement plus grand que, disons, les porte-aéronefs italiens ou espagnols. Et à bord, c'est une petite ville, en fait. Presque 2000 personnes, marins, personnel pour les avions, l'état-major. Tout à fait. Et cette taille, justement, c'est pas un hasard. C'est un choix, un équilibre entre les capacités opérationnelles recherchées par la France et les contraintes de budget et d'effectifs. C'est adapté aux besoins français, quoi. Voilà, on n'est pas dans la même logique que les supercarrières américains. Ils remplacent les Clémenceau et Foch, qui étaient d'une conception plus ancienne, propulsion classique. Là, on est sur autre chose. Et l'élément vraiment différenciant, c'est cette fameuse propulsion nucléaire. 2 réacteurs K15 au cœur du navire. Surnommé Aditon et Xena, pour l'anecdote. Ah oui, ça donne une sacrée puissance, j'imagine. La vitesse max, c'est 27 nœuds, donc 50 km/h. C'est un peu moins vite que les anciens, non? Les Clémenceau, c'était 32 nœuds. C'est exact pour la vitesse de pointe pure, mais il faut voir ce que le nucléaire apporte à côté. Et là, c'est énorme. C'est-à-dire? Premièrement, l'autonomie. Elle est quasi illimitée. On parle de 7 ans et demi entre deux recharges du combustible. C'est colossal. 7 ans et demi. Oui, ça représente une économie de carburant fossile gigantesque. 1,5 milliard de litres de pétrole évité. Stratégiquement, c'est une liberté d'action incomparable. D'accord. Ensuite, il y a des avantages très pratiques pour l'aviation. Pas de cheminée qui crache des fumées chaudes, donc moins de turbulences d'air pour les avions qui appontent. C'est pas négligeable. Ah oui, j'imagine, hein. Et puis, comme il n'y a pas besoin de stocker des milliers de tonnes de mazout pour le navire lui-même, ça libère énormément de place. Du coup, on peut embarquer beaucoup plus de kérosène pour les avions, 3400 tonnes, et de munitions. Il peut même servir de station-service pour les frégates qui l'accompagnent. Carrément. Et ça change aussi toute la logistique et la discrétion. Un porte-avions classique, il faut le ravitailler en fuel tous les 3 jours environ. Le Charles de Gaulle, lui, a juste besoin de kérosène pour ses avions, une fois par semaine à peu près. Moins de rendez-vous avec les pétroliers ravitailleurs, ça veut dire moins de points de vulnérabilité, et plus de liberté pour aller où il veut, quand il veut. Logique. La puissance du nucléaire permet aussi de monter très vite en vitesse, ce qui est crucial pour catapulter les avions les plus lourds, comme les Rafales chargés au maximum, ou pour se dégager rapidement d'une menace. Et enfin, la structure même du navire conçue autour de ces réacteurs est intrinsèquement plus robuste, mieux compartimentée. Donc cette autonomie, c'est vraiment le point fort numéro 1. Une endurance et une liberté d'action unique. Ça demande une sacrée expertise par contre, non? Il faut des spécialistes? Oui, absolument. Une cinquantaine d'officiers mariniers atomiciens rien que pour la chaufferie nucléaire. C'est un métier très pointu. Et donc cette vitesse de pointe un peu inférieure, c'est un compromis acceptable vu tout ça. Tout à fait. Et il faut aussi nuancer cette histoire de vitesse. Pour un porte-avions, ce qui est critique, c'est pas tant sa vitesse max que sa capacité à faire décoller et atterrir ses avions, surtout par mauvais temps. Justement, j'allais y venir. Et là, le Charles de Gaulle est très performant. D'ailleurs, quand il navigue avec son escorte, son groupe aéronaval, sa vitesse moyenne de transit est souvent supérieure à celle d'un groupe classique. Oh bon? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ralenti par les arrêts fréquents pour se ravitailler lui-même en combustible. Donc pour rejoindre une zone d'opération, mettons le golfe Persique depuis Toulon, il peut le faire assez vite, en 8 jours environ. D'accord, je vois. Et pour opérer par mer agitée, il a des systèmes spéciaux, c'est ça? Satrape, cogite? Oui, des systèmes de stabilisation très sophistiqués. Le SATRAP gère le pilotage automatique et la tranquillisation. Et le COGIT, c'est assez étonnant. Ça utilise des masses mobiles, 240 tonnes de wagonnets qui se déplacent sur des rails à l'intérieur pour contrer l'agite, l'inclinaison du navire.
240 tonnes de wagonnets. Oui. Le résultat, c'est que le pont d'envol reste quasiment plein, même par mer formée. La gîte est limitée à 1 ou 3 degrés maximum. Et ça, c'est crucial pour les avions, j'imagine. C'est fondamental. Ça permet de continuer les opérations aériennes, les catapultages et les appontages, même par mer Force 5 ou 6, c'est-à-dire avec des vagues de 4 à 6 mètres. Ah oui, quand même. C'est une capacité que n'avaient pas les Clemenceau dans ces conditions-là, surtout pour des avions lourds. Le Charles de Gaulle peut gérer des appareils de plus de 20 tonnes dans cette météo. La stabilité, c'est la clé de la permanence des opérations. Et pour lancer ces avions, justement, il y a les catapultes. 2 catapultes à vapeur, comme sur les porte-avions américains. C'est le système Catobar. Exactement. Catapulte Assisted Takeoff, but Arrested Recovery. Décollage assisté par catapulte et récupération par brin d'arrêt. Elles font 75 mètres de long. Et ça propulse un avion de 25 tonnes à presque 300 km/h en 2 secondes. Oui, l'accélération est phénoménale, de l'ordre de 4 à 5 G. Il peut en lancer un toutes les 30 secondes. Et pour l'atterrissage, l'appontage, c'est 3 câbles tendus sur le pont, les brins d'arrêt, qui stoppent l'avion sur à peine 90 mètres. Impressionnant. Ce choix du catobar, c'est vraiment structurant. Ça a des avantages et quelques inconvénients par rapport à d'autres systèmes comme le STOVL, décollage court, atterrissage vertical, ou le STOBAR avec tremplin. Lesquels? L'avantage majeur, c'est de pouvoir utiliser des avions de combat conventionnels, souvent plus performants, plus lourds, qui emportent plus d'armes et de carburant. Mais surtout, ça permet d'embarquer des avions spécialisés absolument essentiels. Des avions de guet aérien, comme le E-2 Hawkeye. Le fameux Hawkeye. Voilà, c'est une sorte de radar volant, un poste de commandement aéroporté qui multiplie par 10 la capacité de détection et de contrôle de l'espace aérien à des centaines de kilomètres. C'est un avantage énorme que très peu de marines dans le monde possèdent, en dehors de l'US Navy. Donc ça, c'est grâce au Catobar. Principalement, oui. Le petit inconvénient du système, c'est que la configuration du pont avec la piste oblique ne permet pas de catapulter et d'apponter exactement au même moment. Il y a une petite contrainte de séquençage. D'accord. Alors parlons justement de ce qui vole. Le groupe aérien embarqué, le GAE. C'est quoi la composition type? Ça varie selon la mission, bien sûr, mais la capacité maximale est d'environ 40 aéronefs. Depuis la retraite des super-étendards en 2016, le chasseur principal, c'est le Rafale Marine, c'est ça? Généralement une trentaine. Oui, le Rafale Marine F3R, aujourd'hui, c'est l'épine dorsale. La capacité théorique est même de 36 Rafales. À côté des Rafales, il y a ces fameux Hawkeye, 2 E2C actuellement, qui vont bientôt être remplacés par la version E2D, encore plus performante. Tout à fait. Ces avions sont cruciaux. Et puis, il y a les hélicoptères. Un Dauphin, Pedro, pour le sauvetage en mer. Indispensable s'il y a un crash au décollage ou à l'appontage. Des Panthères pour le renseignement, des Caïmans pour le transport ou la récupération de pilotes en zone hostile, ce qu'on appelle le RESCO. Et parfois, des hélicos de l'armée de terre ou de l'air peuvent s'ajouter selon les besoins. Le Hawkeye, pour revenir dessus, c'est vraiment ce qui donne au groupe aéronaval français une capacité de commandement et de contrôle C2 unique en Europe. Ça permet de gérer des opérations aériennes très complexes, des raids avec de nombreux avions, les Comao. Et le Rafale Marine? Sa grande force, c'est sa polyvalence. Chasse, attaque au sol, reconnaissance, frappe nucléaire. Il sait tout faire. Et il a cette capacité unique de nounou. Un Rafale peut ravitailler en vol un autre Rafale, ce qui augmente considérablement la portée des missions. Ah oui, c'est malin ça! C'est souvent comparé avantageusement dans la littérature spécialisée à d'autres couples avions-porte-avions, comme le F-35 sur les porte-avions britanniques par exemple, notamment grâce à l'Hawkeye et cette polyvalence du Rafale. Et en termes de rythme opérationnel, ça donne quoi C'est solide. Le groupe aérien peut soutenir une centaine de sorties par jour pendant une semaine sans que le navire ait besoin de refaire le plein de munitions ou de kérosène pour les avions. L'exemple souvent cité, c'est l'opération Harmattan en Libye, en 2011. Oui, c'est un bon exemple. Avec seulement 18 avions au départ, ils ont réalisé plus de 1500 sorties en 5 mois. C'est un rythme très élevé qui montre la fiabilité des Rafales. On parle de taux de disponibilité de 94% et des Hawkeye plus de 90%, ainsi que l'efficacité des équipes techniques sur le pont et dans les hangars. Et pour aider les pilotes à apponter, il y a des systèmes très sophistiqués, des aides visuelles et optiques. Oui, l'IFLOS, le DLS-NG, des systèmes optroniques et laser qui guident le pilote sur la bonne pente d'approche. Indispensable vu la difficulté de l'exercice. Tout ça est piloté par le cerveau du navire, le système de combat Zenith 8. C'est lui qui fusionne toutes les informations. Exactement. Il centralise les données qui viennent d'une myriade de capteurs.
Des radars de veille aérienne longue portée, comme le Smart S Mk2, le DRVB-26D, des radars de conduite de tir, comme l'Arabelle pour les missiles Aster, des radars de navigation. Plus la guerre électronique, j'imagine. Détection, brouillage. Tout à fait. Des systèmes comme l'ARB-OT21 pour détecter les émissions radar adverses, l'ARBG2 pour l'analyse, des brouilleurs ARB-B33 et bien sûr des lanceleurs, Sagaï et SLAT pour tromper les missiles ennemis, et des liaisons de données sécurisées, L11 et L16 pour être interopérables avec les forces de l'OTAN. Et comment tout ça s'articule pour la défense du navire lui-même? C'est une défense en profondeur, en plusieurs couches. La première ligne, ce sont les Rafales eux-mêmes, qui peuvent intercepter les menaces à longue distance. Ensuite, Il y a les missiles anti-aériens. Le porte-avions a ses propres lanceurs d'Aster 15 avec 32 missiles prêts à tirer, et il est surtout protégé par les frégates de son escorte qui ont des Aster 15 et des Aster 30 avec une portée encore plus grande. C'est une bulle de protection très dense. et pour les menaces qui arriveraient à passer? Pour la défense très rapprochée, il y a les missiles Mistral sur des lanceurs Sadral, plus des postes de tir mobiles. Et puis l'artillerie, des canons de 20 mm F2, des tourelles téléopérées Narwhal de 20 mm aussi, et des mitrailleuses de 12,7 mm pour les menaces asymétriques, comme des embarcations rapides. C'est une vraie forteresse. C'est conçu pour. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une équipe de plongeurs démineurs, NEDEX, embarqués en permanence. Revenons un peu sur l'histoire de ce navire. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, sa conception et sa construction. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée d'un porte-avions nucléaire français, ça remonte même aux années 70, avec le projet PH-75, un porte-hélicoptère nucléaire. Ah oui. Puis ça a évolué vers un porte-avions classique, le PA-75. Finalement, la décision de lancer le programme actuel est prise en 1986. Il a failli s'appeler Richelieu. C'est vrai. Et il a été baptisé Charles de Gaulle en 1987. La construction a commencé la même année à Brest et a duré jusqu'en 1994. Un chantier énorme. Oui, pour un coût à l'époque d'environ 3 milliards d'euros. Et les débuts en mer ont été marqués par quelques déboires, comme on dit, qui ont fait pas mal de bruit. Oui, c'est vrai. Il y a eu plusieurs ajustements nécessaires. Il a fallu rallonger un peu la piste oblique de 4,40 m pour optimiser l'utilisation des Hawkeye. Un coût minime apparemment. Oui, 0,025% du coût total, c'est dérisoire. Il y a eu des problèmes de vibration à l'arrière qui ont été corrigés. Une histoire de protection radiologique à ajuster. Des soucis assez classiques sur un prototype de cette complexité. Le plus médiatisé, ça reste l'incident de l'hélice bâbord en novembre 2000 pendant un transit vers les États-Unis. Une pale s'est rompue. Oui, un défaut de conception ou de fabrication du fournisseur. Ça a été un coup dur. Il a fallu utiliser temporairement les hélices de rechange des anciens porte-avions, les Foch et Clemenceau. Ce qui limitait sa vitesse à 25 nœuds, c'est ça? Exactement. Le temps que de nouvelles hélices, conformes cette fois, soient conçues, fabriquées et installées lors du premier grand arrêt technique en 2008. Il y a aussi eu un incident lié à la maintenance des circuits d'eau usés en 2001, avec un marin gravement intoxiqué. Oui, un accident du travail malheureux lié à une procédure de maintenance. Mais il faut vraiment remettre ces événements en perspective. Concevoir et construire un navire aussi unique, aussi complexe, destiné à servir 40 ou 50 ans, ça implique forcément des mises au point, des ajustements. C'est inhérent à l'innovation de cette ampleur. C'est vrai. Et depuis, il a beaucoup navigué. L'important, c'est que ces problèmes de jeunesse ont été identifiés et surtout corrigés. Le navire a prouvé sa fiabilité opérationnelle depuis. Et comme toute machine complexe, il faut l'entretenir. Il y a les arrêts techniques majeurs, les ATM, tous les 10 ans environ. Hein. C'est ça. On appelle ça aussi hyper, indisponibilité périodique pour entretien et réparation. Ça dure longtemps, environ 18 mois. Le premier, c'était donc en 2007-2009. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Recharge du combustible nucléaire, installation des fameuses nouvelles hélices, mais ils ont aussi découvert une usure prématurée sur une ligne d'arbre qui a dû être réparée. Encore un ajustement. Et le deuxième ATM, c'était beaucoup plus récemment, 2017-2018, la refonte à mi-vie? Exactement. Une étape cruciale. Recharge nucléaire à nouveau, bien sûr, mais surtout une modernisation en profondeur de tout le système de combat. Passage au Zénith 8, installation de nouveaux radars, le Smart S et le Skinter 6000, de nouveaux systèmes optroniques comme le EOMS-NG, l'Artemis, modernisation aussi des systèmes d'aide à l'appontage, et adaptation complète pour n'embarquer plus que des Rafales. Une grosse mise à jour. Le prochain grand arrêt, c'est prévu vers 2027, c'est ça, Jean-Bou? Il y a des rumeurs sur l'intégration du nouveau radar Seafire 500. C'est une possibilité évoquée, oui. On verra.
Et sur le plan opérationnel, ce navire, il a été de toutes les campagnes, ou presque, depuis 20 ans. Ah oui, il a un CV impressionnant. Dès fin 2001, il est engagé en Afghanistan, mission Héraclès. Ensuite, il y a eu l'opération Harmattan en Libye en 2011. Les missions à Romanche et Chamal contre Daesh en Irak et Syrie plusieurs fois entre 2015 et 2019. Exactement. Des exercices majeurs avec les alliés comme Bois-Bello avec l'US Navy, plus récemment les missions Clémenceau en Méditerranée, dans l'océan Indien, et une présence très marquée sur le flanc est de l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine. Il a même reçu une décoration américaine, la Meritorious Unit Commendation, et il a commandé la Task Force 50 américaine, une force aéronavale US. C'est pas rien quand même. Non, c'est une reconnaissance très forte de ses capacités et de l'interopérabilité avec les États-Unis. Ça montre bien son rôle. C'est un outil militaire de projection de puissance, capable d'intervenir loin, vite et longtemps. Mais c'est aussi, et peut-être surtout aujourd'hui, un outil diplomatique de premier plan. Comment ça? Sa simple présence dans une zone de tension, ça envoie un message politique fort. Ça montre l'intérêt et la capacité d'action de la France. Ça permet de rassurer des alliés, de dissuader des adversaires potentiels. Et ça offre une grande liberté d'action, puisqu'il opère depuis la mer, sans dépendre forcément d'autorisation de survol ou de base terrestre à l'étranger. Mais le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, ça pose un problème quand il est en maintenance, non? Pendant 18 mois d'ATM? C'est le débat récurrent en France. L'absence de permanence de la capacité porte-avions pendant ces longues périodes d'indisponibilité, ça alimente régulièrement les discussions sur la nécessité ou non d'un second porte-avions. Un débat qui n'est pas nouveau. Il faut aussi parler d'un moment difficile, l'épidémie de Covid-19 à bord au printemps 2020. Oui, un épisode très marquant. La mission Foch a dû être interrompue, retour anticipé à Toulon. Plus de 1000 marins testés positifs sur l'ensemble du groupe aéronaval. Il y a eu des enquêtes, je crois. Quelle était la conclusion? Les enquêtes parlementaires et de commandement ont pointé une contamination probable lors de l'escale à Brest, après une première escale à Chypre. Une propagation ensuite très rapide à bord, peut-être favorisée par un relâchement des mesures barrières, un excès de confiance, avait dit le commandement, après l'escale brestoise. Un coup dur pour l'équipage et la marine. Assurément. Un rappel brutal que même le navire le plus puissant reste vulnérable à ce type de menaces sanitaires, surtout avec un équipage aussi nombreux vivant en promiscuité. Et l'avenir alors? Le Charles de Gaulle doit naviguer jusqu'en 2038 à peu près. Son remplaçant est déjà dans les tuyaux. Oui, l'idée d'un deuxième porte-avions sur le même modèle, le PA2, a été abandonnée il y a quelques années pour des raisons budgétaires principalement. Mais depuis 2018, les études sont lancées pour le successeur, le porte-avions de nouvelle génération, le PANG. Pang, on en entend parler. Il est prévu pour quand? La mise en service est envisagée pour remplacer le Charles de Gaulle à l'horizon 2038. C'est un programme majeur pour les décennies à venir. Et derrière cette machine incroyable, il y a des hommes et des femmes. Les commandants qui se succèdent. Oui, c'est important de le souligner. La source mentionne d'ailleurs la lignée des commandants, des pachas et des directeurs de programmes successifs. C'est une continuité humaine et une expertise qui se transmettent. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le Charles de Gaulle, c'est bien plus qu'un simple navire de guerre. Ah oui, clairement. C'est un système d'armes extraordinairement complexe. C'est le symbole de la capacité de la France à projeter sa puissance loin de ses côtes. Un outil diplomatique unique en Europe. C'est le fruit d'une longue histoire technologique, d'une volonté politique. Avec ses défis, ses difficultés surmontées, mais aussi de nombreux succès opérationnels reconnus au niveau international. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final? Quelle perspective ça ouvre? Ce qui est frappant à travers tout ce qu'on a dit et ce que la source souligne, c'est l'idée d'évolution constante. On a vu le passage au tour Rafale, l'arrivée prochaine des nouveaux Hawkeye, E-2D, les modernisations passées et futures comme peut-être ce radar Seafire, et le PANG qui est déjà en préparation pour après-demain. C'est vrai. Ça pose une question fondamentale, je trouve. Au-delà de la plateforme elle-même, comment un outil de puissance aussi majeur doit-il sans cesse s'adapter ? L'évolution technologique est hyper rapide. Les avions, les drones, les missiles, les capteurs, la cyberguerre. Tout ça oblige à repenser en permanence comment on utilise un porte-avions. Quelle est sa doctrine d'emploi pour qu'il reste pertinent, efficace face aux menaces de demain. L'adaptation continue. Voilà. C'est peut-être ça le plus grand défi pour le Charles de Gaulle aujourd'hui. Et pour le PANG demain. Maintenir cette pertinence dans un monde qui change très, très vite. C'est une réflexion qui dépasse le simple navire en fait.